Les routes de l'été qui vont nous mener, je dirais, loin de la mer, dans la région toulousaine. Enfin, oui, assez loin, il faut bien le reconnaître, entre deux mers en quelque sorte. Mais pour l'instant, on va se poser une question littorale ce matin. Et les tweetos répondent à la question. Avec la prolifération des algues, des méduses et l'augmentation de la pollution, le bain de mer en France est-il devenu dangereux? Oui, pour 40% de nos tweetos. Bon, enfin, c'est quand même pas la majorité, hein. Non, c'est pas la majorité, il y a 60% d'optimistes. Ouais, moi je dirais même, est-ce qu'on peut encore tranquillement se baigner dans la mer? Écoutez, on se demande, effectivement, faut passer entre les gouttes, quoi. Les gouttes ou les algues. Allez, on va se poser la question en compagnie de deux spécialistes qui sont avec nous ce matin par téléphone. Pierre Gilles, chargé de projet à la politique des océans de l'Institut océanographique de Monaco. Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous et à vos côtés, par le téléphone, Sylvain Ballu, chef de projet surveillance et marée verte au Centre d'études et de valorisation des algues, qui se trouve où, monsieur Ballu? Bonjour. Bonjour. Nous sommes situés à Pleubian, dans les Côtes-d'Armor. Voilà, dans les Côtes-d'Armor, la Bretagne Nord. Alors, messieurs, vous avez entendu la question d'été, elle est totalement d'actualité. Je vais commencer avec Pierre Gilles parce que on est en fait, submergé par les alertes aux méduses dans différents lieux du littoral français. J'apprends même qu'elles seraient tropicales, ces méduses. Est-ce que ça indique qu'il y a une recrudescence de nouvelles variétés, Pierre Gilles? Disons moi je vais parler plutôt de la Méditerranée parce que c'est vraiment l'endroit où se trouve Monaco et là notre aquarium. Donc oui, il y a en Méditerranée pas mal de méduses qui sont des méduses qui sont là depuis très très longtemps. Et puis il y a de temps en temps quelques belles tropicales qui font leur apparition. Mais franchement, pour moi, je suis plutôt du côté des optimistes, des 60% qui pensent qu'on peut encore se baigner de manière sûre en Méditerranée, moyennant quelques petits aménagements et quelques petites précautions. Oui, mais alors, par exemple, c'est pas votre secteur, je le sais, mais vous avez forcément entendu parler de ces méduses tropicales dans la Manche, par exemple. Est-ce que c'est un effet du réchauffement climatique, le fait qu'elles soient de plus en plus haut sur les littoraux? Non, je pense que c'est effectivement le fait du changement climatique et puis de toutes les atteintes que l'homme fait à l'environnement. Faut voir que les méduses, en fait, ce sont des opportunistes qui ont évolué au cours du temps et qui sont là depuis 600 millions d'années. Vous imaginez, bien avant nous, et qui ont pu profiter de tous les bouleversements pour s'adapter, pour adapter leur façon de se reproduire, justement, pour profiter de la nourriture ou des conditions favorables pour se développer. Excusez-moi, quand vous dites opportuniste, ça veut dire adaptable. C'est un organisme extrêmement adaptable aux conditions et à la nourriture qu'elle trouve? Remarquablement adaptable, et je pense qu'on devrait tirer leçon de la méduse parce qu'elle s'est tirée profit des ressources alimentaires. Et puis vous savez que la surpêche dans le monde a fait disparaître non seulement les prédateurs qui se nourrissent de méduses. Quels sont-ils? Par exemple, les thons, des poissons et également des tortues marines. Par exemple, on parlait de l'Atlantique ou de la Manche, il y a la tortue luth qui est la Dermochelis coriacea. Oula. Excusez-moi, mais je note. La tortue luth. La tortue luth, très bien. La plus grosse tortue qui existe dans le monde, qui est une tortue avec un dos en forme de cuir et qui se nourrit de méduses. Et ce sont des tortues que l'on fait disparaître. Et puis les méduses, bien sûr, elles en profitent. Et il y a aussi le phénomène de la surpêche des poissons normaux, ceux qu'on consomme, qui font que les stocks de poissons s'effondrent, diminuent énormément. Et ça laisse de la nourriture pour les méduses qui en profitent. Excusez-moi, ce que vous nous dites, c'est qu'en définitive, il n'y a pas que l'effet du réchauffement climatique et des changements de température, évidemment, de l'eau et notamment près des côtes. C'est directement corrélé à la surpêche. Pour vous, c'est reconnu mondialement? Assez reconnu mondialement. Il y a de nombreuses zones dans le monde où les méduses ont remplacé les poissons, par exemple lors de la Namibie, et dans d'autres zones où aujourd'hui l'océan se gélifie parce que les poissons disparaissent au profit des méduses. Et ces méduses, en plus, elles profitent de nos excès et de nos mauvaises pratiques parce que, par exemple, elles vont profiter quelque part des pollutions que l'on déverse dans la mer, que ce soit des pollutions à base de nitrate, de phosphate, et je pense que M. Ballu en parlera. Les questions de plastique également qui sont des objets flottants qui vont être très propices à la fixation des polypes de méduses qui sont des stades de la reproduction. C'est comme une larve, on peut dire, en quelque sorte?
C'est pas tout à fait une larve, mais c'est une larve qui va se poser. Oui, tout à fait. C'est une larve qui se pose sur un morceau de plastique et qui va se transformer en polype, c'est-à-dire une forme fixée qui va grandir, parfois même se multiplier et émettre des petites méduses qui vont occuper le milieu. Donc, vous voyez, les méduses profitent de nos excès. En fait, le meilleur ami de la méduse, c'est l'homme, clairement. Hein. C'est lui qui l'a fait proliférer, en fait, par la surpêche, par le réchauffement climatique auquel il participe, et j'apprends par la pollution, puisque la pollution plastique crée des villages des maternités de méduses, en quelque sorte. Exactement, des maternités flottantes qui voyagent et qui peuvent introduire des méduses très très loin de l'endroit où elles se sont fixées. Alors on n'est pas prêt de s'en débarrasser, d'ailleurs c'est peut-être pas bien de s'en débarrasser, parce qu'elle est utile certainement, cette méduse, si elle est dans notre biotope. Les méduses ont toujours leur rôle. C'est quoi la fonction d'une méduse dans la chaîne alimentaire, à part nourrir certains poissons qui disparaissent? Déjà, vous avez cité quelque chose de très important, qui est que la méduse sert d'alimentation à de nombreux poissons. Oui. Là, par exemple, vous avez le poisson-lune qui se nourrit beaucoup de méduses. Oui. Et puis, c'est pas facile de répondre est-ce qu'un organisme est utile ou pas. En fin de compte, les méduses sont là dans les écosystèmes. C'est un chaînon, quoi. C'est un chaînon, donc c'est utile, a priori. C'est une pièce, effectivement. Et un jour, si les méduses disparaissaient complètement, on aurait certainement d'autres problèmes qui seraient liés à la disparition des méduses. Mais là, c'est pas le cas. Elles sont plutôt en train de prendre le pouvoir. Sylvain Ballu, vous entendez ce que disait votre confrère. En définitive, cette pollution qui est néfaste parce qu'elle fait proliférer encore plus les méduses, ce qui est incroyable, elle a évidemment un effet tout à fait visible sur les microalgues, et on va dire cette flore de surface qui germe dans nos océans, dans nos mers, et qui vient polluer nos plages. Alors tout à fait. Donc nous, quand on parle des marées vertes en Bretagne, c'est pas des microalgues, mais ce sont des macroalgues, c'est-à-dire ce sont des grandes algues. D'accord. En l'occurrence, on dit grandes, mais donc macroalgues, ça signifie que ce ne sont justement pas des formes planctoniques, mais ce sont des algues qui sont visibles à l'œil nu. Oui, végétatives, quoi. Enfin, comme des végétaux à surface. On l'appelle parfois de la laitue de mer, son petit nom. Donc c'est vraiment un peu une sorte de feuille de salade. Alors par rapport à ce que... Un peu comme la dulce, quoi. Un petit peu comme la dulce. Donc par rapport à ce qu'on disait sur les méduses, c'est encore plus simple. C'est des organismes qui sont pour le coup très simples, constitués simplement de cellules toutes identiques et qui se développent très vite quand les conditions environnementales sont favorables, et notamment quand il y a un excès de nutriments dans le milieu. Ah oui. On a évoqué les nitrates et les phosphates, mais c'est surtout les nitrates qui permettent d'expliquer ce dérèglement, puisqu'on a des eaux qui sont localement plus enrichies en nitrates, ce qui fait que ces algues qui normalement vivotent, on va dire, sur leurs rochers, font une croissance excessive quand elles sont dans ces baies qui sont favorables, avec des eaux qui se réchauffent, des courants qui concentrent les nutriments, et on se retrouve donc avec une surcroissance de ces algues. Alors contrairement aux méduses, que personnellement j'apprécie pas tellement, mais contrairement aux méduses, les algues vertes elles-mêmes ne sont pas dangereuses. C'est-à-dire que les algues vertes, elles sont même comestibles, elles n'ont pas il n'y a pas un danger qui est intrinsèque à l'algue. Le danger de l'algue dont on parle parfois, c'est ou même assez souvent, c'est le fait que quand on laisse pourrir ce matériel végétal, on va avoir à ce moment-là un gaz qui en émane, qui s'appelle le H2S, l'hydrogène sulfuré, qui est un gaz éminemment toxique. Ah bah voilà. Parfois il y a des évacuations de plages justement à cause de ces gaz. Voilà, une des manières, donc la vraie manière de lutter contre le phénomène des marées vertes, c'est de couper le robinet, c'est d'enlever, de les affamer, d'enlever les excédents de nitrates qui parviennent au littoral et qui génèrent cette croissance. C'est ça qui les nourrit. Voilà, exactement. Mais à court terme, ce que font les collectivités pour éviter les situations de danger, c'est d'enlever les algues pour éviter qu'il y ait des amas qui entrent en putréfaction. Et c'est éventuellement, quand ils n'arrivent pas à enlever les algues, c'est de dire aux riverains ou aux touristes, n'allez pas à tel endroit. Donc il y a des plages qui sont éventuellement fermées avec des panneaux en disant plage interdite, parce qu'il y a une situation de danger qui dure quelques semaines ou quelques et notamment accéléré par le soleil et la chaleur, j'imagine. Sylvain Ballu, quand vous dites que ce sont des organismes très simples, c'est juste de la division cellulaire, c'est ça? Enfin, je veux dire, vous dites que c'est toutes les mêmes cellules sur une algue et... Tout à fait, c'est donc des organismes, c'est très simple, vous prenez
Une ulve, vous la coupez en 10, ça fait 10 ulves, et le lendemain, elles ont repoussé presque autant. Et donc, il y a une croissance qui va être très rapide dans des conditions environnementales particulières. Même, oui. Quand on a de la lumière, de la température de l'eau, donc en gros des conditions printanières ou estivales, et qu'en plus il y a des nutriments qui sont en quantité importante, on va avoir une croissance qui est extrêmement rapide, d'autant plus que on n'a pas besoin de faire intervenir des mécanismes complexes de multiplication sexuée qui sont toujours un peu plus longs comme processus. Là, il suffit de fragmenter l'algue, et c'est en l'occurrence la houle. Oui, qui va la casser, qui va la faire des petits morceaux. En petits morceaux, et chaque petit morceau en refait un. Donc on va avoir une croissance très rapide. Sylvain, on va se quitter une minute, mais juste une question. Ça représente une biomasse exceptionnelle, on ne peut pas en tirer de l'énergie ? Alors c'est une biomasse, donc il y a eu des projets, il y a des projets pour valoriser ces biomasses. C'est assez peu d'énergie. Alors la façon d'en tirer de l'énergie, c'est éventuellement de faire de la méthanisation, ce qui nous donne donc du gaz. À condition de bien le récupérer. À condition de le récupérer, mais la difficulté, c'est que d'un point de vue économique, c'est pas tellement intéressant, parce qu'en réalité, c'est relativement peu de carbone dans ces organismes par rapport à l'azote, donc c'est pas une source très intéressante. C'est pas la première matière la plus intéressante à méthaniser pour obtenir du CH4. Bon, allez, on se quitte une minute, on revient pour se poser des questions d'utilisation peut-être des méduses aussi, pour savoir si on pourra vite se baigner à nouveau sans plonger dans la mer. Allez les amis, avant d'étudier la région toulousaine pour toutes ses splendeurs, eh bien on va d'abord se poser la question d'été qu'on a déjà posée. Vos spécialistes sont avec nous. Algues, méduses, pollution, est-ce qu'on va pouvoir se baigner sans danger? Que disent les twittos, Éléonore? Pour 41% d'entre eux, le bain de mer en France est devenu dangereux. C'est quand même beaucoup, 40, 4 sur 10, c'est anxiogène, c'est normal, et c'est pour ça que nous sommes ce matin avec Sylvain Ballu, chef de projet surveillance et marée verte au Centre d'études de valorisation des algues en Bretagne Nord, et Pierre Gilles, chargé de projet à la politique des océans de l'Institut océanographique, célèbre Institut océanographique de Monaco. Alors Sylvain Ballu, on parlait en première partie là des algues vertes visibles, celles-là qui ressemblent un peu à de la laitue que l'on voit flotter entre deux eaux souvent, et qui sont comestibles, rappelons-le, ce n'est que leur décomposition qui pose problème de toxicité. Maintenant, dans l'actualité, il y a des microalgues terribles qui ont fait leur apparition sur la côte basque avec des symptômes, semblerait-il, proches du Covid en fait. Yeux qui piquent, nez qui coule. Vous avez entendu parler de ces algues? Alors, si c'est à moi que vous posez la question, oui, j'ai entendu parler de loin, mais Sylvain. J'ai assez de soucis avec mes algues vertes en Bretagne pour ne pas mettre chacun sa merde. Moi, je dirais pas ça comme ça, mais c'est un peu c'est un peu ça quand même. Oui. Mais vous, en revanche, ces algues, elles sont présentes depuis longtemps, enfin, sous d'autres formes, ces micro-algues en Méditerranée. Pierre Gilles, vous en avez entendu parler, vous ? Alors, pas celle du Pays Basque, mais effectivement, il peut y avoir des efflorescences d'algues microscopiques sur les côtes qui peuvent créer des désagréments sur les baigneurs. Nous, en Méditerranée, on a de temps en temps une petite algue qui s'appelle Ostreopsis, mais... Ovata, oui. Ovata, mais elle fait des incursions qui sont assez rares finalement, et ce n'est pas un problème majeur. Bon, ça n'est pas un problème majeur, mais on a quand même fermé Biarritz, Bidart, Saint-Jean-de-Luz, temporairement, je le souhaite, pour les surfeurs notamment, mais ça prouve que ça peut créer tout d'un coup un stress énorme. Oui, mais ça pose la question de notre relation à la mer et de ce qu'on veut pour l'océan dans les prochaines décennies. Vous avez vu le rapport du GIEC qui est sorti, qui dit qu'on a pratiquement plus de temps, on est au pied du mur. Et il faut absolument drastiquement réduire l'émission des gaz à effet de serre. Et ça passera par une révolution de nos pratiques de déplacement, nos pratiques de consommation. Et pour les méduses, clairement, si on veut que les méduses reprennent la place qu'elles avaient, une place modérée, il faut qu'on pêche différemment. Il faut qu'on pêche de manière plus durable, de manière efficace. Et puis il faut qu'on pollue beaucoup moins l'océan avec nos plastiques, avec nos nitrates, nos phosphates et puis nos substances et nos molécules. Donc c'est clairement, il faut qu'on aille très très vite maintenant. Pierre Gilles, vous citiez le rapport du GIEC. On ne s'est pas posé la question de savoir, parce que nous on pense beaucoup évidemment à la Terre, là où l'homme habite, c'est-à-dire toutes les zones émergées. Mais en mer, c'est encore plus rapide les effets du réchauffement climatique.
Oui, complètement. Hein. L'océan se réchauffe. Jusqu'à présent, l'océan avait capturé le CO2 qu'on émettait en excès, et l'océan a capturé également la chaleur, l'excès de chaleur qui arrivait sur Terre. Mais aujourd'hui, il sature. Et puis les prévisions du GIEC montrent que dans les prochaines décennies, il va continuer à absorber du CO2, clairement, mais il sera moins efficace. Et ça, c'est une donnée assez nouvelle, hein, que dans le rapport. L'océan sera moins efficace pour fixer ce CO2. Et d'ailleurs, pour revenir aux méduses, quelque chose d'intéressant, ou plutôt un petit peu inquiétant, c'est le fait que l'océan s'acidifie, clairement, à cause du CO2 qui contient. Et puis vous avez beaucoup d'organismes qui calcifient dans la mer, hein, les huîtres, les gastéropodes, puis quantité de plancton également. Le corail, bien sûr, qui font que cette évolution à l'acidification va créer d'ores et déjà des problèmes de calcification de ces organismes. Et les méduses pourraient être capables de tirer encore mieux parti des ressources alimentaires parce que... l'acide, ça ne la gêne pas. Non, parce que non seulement elles vont trouver des proies qui sont un petit peu faibles au niveau calcification et qui seront peut-être encore plus digestibles pour leur développement. Donc vous voyez, même l'acidification de l'océan peut éventuellement avoir des répercussions dans la prolifération des méduses. Le premier reproche qu'on fait aux méduses quand on est baigneur, c'est évidemment le côté urticant. Est-ce qu'elles sont toutes urticantes ? Plus ou moins. Disons que là, par exemple, sur l'Atlantique, vous avez la méduse pulmonée, la méduse poumon, une grosse méduse énorme. Vous avez aussi l'aurélie, et elles ont une urticance. C'est un mot qui n'existe pas, mais que je... Oui, un néologisme, on l'accepte, on comprend. Un néologisme, donc qui est modéré. Par contre, en Méditerranée, vous avez la fameuse pélagique, la petite méduse violette, qui est une méduse qui peut faire très très mal. Alors, c'est une très belle méduse, mais qui est redoutable. Et puis, le meilleur conseil que je donnerais pour ceux qui se baignent en Méditerranée, parce que je continue à dire qu'on peut se baigner en sécurité en Méditerranée, c'est essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans l'eau avant de mettre la tête. Moi, je dis, mettez des masques. Mettez des masques et des tubas, même aux plus jeunes enfants. Et apprenez à utiliser savoir où on marche, savoir où on nage. Oui, et puis en plus, comme ça permet non seulement de voir où sont les méduses et les tentacules des méduses, mais en plus, ça permet de les admirer, ça permet de voir qu'il y a beaucoup d'espèces sous la surface, même dans très peu d'eau, parfois dans 20 cm, vous avez beaucoup de choses à voir, et je pense que ça peut participer à une meilleure connaissance, une éducation à la mer. Et comme toujours, quand on connaît, on a moins peur. Évidemment, parce que oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a une appréhension quand on met les pieds dans l'eau, parce qu'on voit pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour les algues ou les plantes marines, dès que vous avez le pied qui pose sur des plantes à fleurs, un peu gélatineux, ou des algues, vous avez une sensation un peu bizarre parce que vous savez pas trop ce qui va vous arriver. Vous avez le masque, vous décryptez l'environnement marin, et puis même vous l'appréciez. Voilà. Donc c'est une relation à la mer qu'il faut changer complètement. Pierre Gilles, moi j'ai une question simple. Si les thons mangent des méduses, est-ce qu'on peut pas les manger? Nous, on voit que les Asiatiques font de la soupe à la méduse. Est-ce qu'on peut pas les consommer? Est-ce qu'on peut pas les pêcher pour notre consommation? Si, alors c'est déjà le cas. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion en tant que chroniqueur gastronomique renommé de manger des méduses, notamment dans les pays asiatiques. Si, bien sûr, au Japon. C'est une expérience tout à fait intéressante, non? Oui, moi j'ai pas peur du gélatineux. Si on aime la tête de veau et le pied de cochon, on peut aimer les méduses. C'est souvent le sentiment gélatineux qui est gênant. Exactement. Donc la texture est vraiment intéressante. Puis c'est la sauce qui fait un bon plat de méduse. Mais c'est vrai que nous, les Européens, on n'est pas très au fait de la culture gastronomique des sauce piquante, forcément, avec la méduse. Il faut que ce soit sauce urticante. Sauce urticante. Je pose la même question à Sylvain Ballu. Vous nous disiez, elle est comestible, cette algue verte, ces grandes algues vertes, un peu comme la laitue de mer. Est-ce qu'on ne peut pas les récolter pour notre consommation, si on ne peut pas en faire une biomasse pour l'énergie, pour produire de l'énergie? Donc, je disais, simplement pour faire comprendre qu'elle n'était pas, intrinsèquement dangereuse. Effectivement, elle est inscrite à la liste des espèces comestibles, c'est-à-dire qu'elle est consommable. Personnellement, j'en mange, mais c'est pas celle-là que je mangerais. C'est pas celle qui prolifère dans nos baies. Alors, pourquoi elle prolifère?
prolifère dans certains endroits, c'est donc certaines baies bretonnes et un peu au-delà, on a aussi des proliférations sur certains points de la côte normande et la côte un peu plus loin jusqu'à Oléron. Donc c'est des zones particulières qui vont être soumises à ces proliférations parce qu'elles sont confinantes. Alors on va avoir un cours d'eau qui arrive dans une baie dans laquelle les eaux ne sont pas, suffisamment renouvelées. Brassées, ce qui fait que les nutriments restent à des concentrations suffisantes pour que... Et vous parlez des nitrates quand vous dites les nutriments, c'est-à-dire issus de l'agriculture. En très grande majorité issus effectivement des pratiques agricoles. Donc c'est bien sûr, intuitivement, on se doute que si les vulves profitent de ces conditions pour faire beaucoup de croissance, elles sont aussi potentiellement dans des zones où on va avoir d'autres polluants qui viennent s'agglomérer. Alors, s'accumuler, on peut penser, ne serait-ce qu'aux crèmes solaires, des baigneurs qui sont là. Donc, personnellement, pour manger des îles, je préfère aller les cueillir sur des rochers où elles poussent de façon naturelle. Pour autant, dans des milieux qui sont plus ouverts et plus brassés. Pour autant, si on veut s'en débarrasser, qu'on n'en a rien à faire et qu'on recherche une source de protéines, à condition qu'elle soit retravaillée, on peut les utiliser, non ? Tout à fait. C'est des algues qui sont. Il y a des voies de valorisation qui étaient envisagées, notamment pour la nutrition animale, parce qu'elles ont des intérêts outre les protéines. Elles apportent des pigments, elles apportent des molécules d'intérêt. Et peut-être de la chlorophylle aussi. Parce que si elles sont vertes, non ? Il y a de la chlorophylle également, mais ça, on en trouve beaucoup dans le milieu terrestre aussi, donc c'est pas un atout particulier. Les calculs qui ont été faits, c'est que les biomasses à disposition, alors elles nous embêtent beaucoup parce qu'elles sont présentes localement sur les plages, mais les biomasses totales à disposition sont finalement extrêmement faibles au regard des filières agricoles auxquelles on peut penser. Alors, en revanche, elles peuvent être bien sûr utilisées assez facilement et assez rapidement et assez naturellement pour l'aquaculture. Alors, les ormeaux, les crevettes, il y a plusieurs filières d'aquaculture qui peuvent utiliser ces algues vertes sans aucun problème. Ensuite, même si on sait ce qu'il faut en faire, la difficulté, c'est de mettre en place... De le mettre en œuvre, C'est des privés qui doivent gérer ensuite la mise en œuvre de ces filières. Alors ça se monte un petit peu, avec en arrière-plan quand même l'idée que notre objectif à tous, c'est de se débarrasser en amont de ce phénomène. Bien sûr. C'est-à-dire que se débarrasser en amont de ces croissances excessives, non pas se débarrasser des algues vertes, elles sont naturelles dans notre milieu, mais c'est l'excès fixées sur les rochers, mais par contre se débarrasser de ces lieux sur lesquels il y a des grosses proliférations. Donc c'est vrai que mettre beaucoup d'argent public pour créer de toutes pièces une filière de valorisation, alors que par ailleurs on met de l'argent public pour essayer de faire disparaître en amont ça n'a pas de sens. Ces proliférations, c'est pas très logique. Donc certains acteurs privés s'emparent de la question et utilisent cette biomasse pour en faire de la valorisation, ce qui est très bien, mais on leur a toujours dit attention, en arrière-plan, il y a un plan B, parce que l'objectif de la collectivité en général, la collectivité publique, c'est de se débarrasser de ces algues vertes et non pas de les maintenir. Donc s'il y avait moins de nitrates dans l'eau, il y aurait moins d'algues vertes également ? Bien sûr, c'est des choses qu'on a étudiées, nous, de façon précise avec l'Ifremer. On a fait des modélisations qui montrent bien que les niveaux de croissance actuels sont donc très excessifs et génèrent donc des nuisances sur certains points du littoral, et qu'il faudra baisser les apports en nitrate, donc les concentrations dans les cours d'eau qui sont parfois encore à 20-30 mg, alors je ne sais pas si 20, 30, 35, 40 mg de nitrate par litre, il faudra les baisser à un niveau autour de 10 mg. Donc on a fait déjà un chemin qui est important en quelques années, c'est-à-dire qu'on est passé, dans la plupart des cours d'eau bretons, on a presque divisé par deux les concentrations. Enfin, c'est en moyenne 40% de moins sur les concentrations. Certains cours d'eau ont été même plus loin, d'autres un peu moins. Donc on voit qu'il y a un chemin qui a été parcouru, mais on a encore un chemin relativement long pour arriver de la situation actuelle, donc autour de 20-30 mg jusqu'à peut-être 10 ou 15, suivant les cours d'eau. Et ce chemin, il est encore plus difficile. On le dit souvent, les derniers kilos sont les plus durs à perdre. Quand on était très excessif, quand on avait des balances qui étaient très excessives et qui généraient des concentrations dans les cours d'eau très élevées, ça a été entre guillemets relativement facile, de couper, pas trop difficile de diminuer un petit peu. Maintenant, pour arriver à diminuer encore beaucoup plus, ça
ça remet en question pas mal de pratiques. Le modèle, le modèle système agricole. Oui, évidemment. Voilà. Alors, une dernière question à Pierre-Gilles, à Monaco. Bon, on voit que c'est pas dans la culture méditerranéenne la consommation de la méduse. Autant les Asiatiques le font, autant chez nous. Bon, j'ai peu d'espoir que l'on pêche et que l'on mange de la méduse. En revanche, est-ce que vous pouvez simplement rappeler que la méduse, elle n'est pas un prédateur des humains. C'est le contact se fait, je dirais, fortuitement. C'est pas, elle ne recherche pas l'humain. Ah oui, absolument. C'est-à-dire que oui, non mais. Je ne pensais pas que les gens pouvaient penser que les méduses... oui, mais vous savez, quand il y a ce côté agressif, et là, Dieu sait que d'être touché par des tentacules de méduse, ça peut être agressif, on peut se dire peut-être qu'elle recherche cela. Non. Oui, non, pas du tout. C'est effectivement un contact fortuit. Et c'est vrai que les pélagies, pour revenir à cette méduse qui est un peu gênante en Méditerranée, c'est une méduse qui vit au large toute l'année, en fin de compte, profondément d'ailleurs, et qui fait une migration verticale la nuit pour se nourrir. Elle vit à l'endroit où il y a des remontées d'eau froide, vous voyez. Et puis, il y a des courants et des vents d'une certaine façon qui vont amener ces méduses à la côte, et c'est à cet endroit-là. Oui, elles n'y vont pas d'elles-mêmes. Elles se laissent porter par le courant, on est d'accord. Exactement, elles sont complètement tributaires de ce courant et de ce vent, bien qu'elles soient capables de se déplacer en agitant en faisant des pulsations avec leur manteau. Et si vous me permettez, j'aimerais bien terminer... Un dernier mot, parce qu'il faut qu'on rende l'antenne. Oui, je vous écoute. C'est simplement un point qu'on a un peu éludé aujourd'hui, c'était tout le rôle des méduses dans les connaissances, notamment médicales. Et par exemple, il ne faut pas oublier qu'un prix Nobel a été attribué à 2 docteurs, Richer et Portier, en 1901, grâce à des travaux qui avaient été menés par le prince Albert Ier de Monaco à bord de l'Hirondelle. Et ça portait sur un organisme très proche de la méduse qui s'appelle la galère portugaise et qui avait permis la découverte de l'anaphylaxie, qui est la base des travaux sur l'allergie. Vous voyez, donc les méduses peuvent être utiles pour connaître, améliorer les connaissances médicales et améliorer notre savoir. On y pensera la prochaine fois qu'on se baignera au milieu des méduses, ça calmera nos esprits un petit peu soucieux, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. On l'a compris, de toute façon, c'est la pollution qui est à l'origine de tout cela, d'une manière ou d'une autre, puisque ça impacte le réchauffement climatique, le changement climatique. Et si vous voulez vous baigner dans le futur, soyez un peu plus respectueux de la planète. Je pense que personne n'aura à s'en plaindre. Merci Sylvain Ballu, merci Pierre-Gilles.